Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV Afrique. Votre journal, c'est tout de suite. Et voici les titres de ce mardi. Au Yémen, l'assassinat de l'ex-chef de l'État Ali Abdallah Saleh continue de susciter plusieurs réactions et le président Hadi a annoncé une opération militaire pour reprendre la capitale Sanaa, désormais contrôlée par les rebelles houthis. Au Sénégal, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne fait face aujourd'hui aux députés de la 13e législature pour sa déclaration de politique générale. Tous les détails dans ce journal. Et nous irons à Agadir, au Maroc, découvrir le Croco Park, un parc qui abrite quelques 350 crocodiles du Nil, le premier du genre dans le royaume. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Avant de développer ces titres, tout d'abord cette information. Au Maroc, le Bureau central d'investigation judiciaire annonce l'arrestation à Tanger d'un individu marocain partisan de Daesh. Et en même temps, 3 personnes ont été interpellées en Espagne. Elles sont soupçonnées d'être en lien avec le mis en cause arrêté au Maroc. Il s'agit d'un Marocain naturalisé espagnol résidant à Madrid et de 2 autres Marocains établis dans la région de Gijón, tous impliqués dans l'embrigadement de volontaires dans les rangs de Daesh. Toutes ces personnes faisaient de la propagande et de l'incitation à commettre des actes terroristes. Autre sujet, sachez également qu'au Maroc, le chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le roi Mohamed VI, a reçu le général de corps d'armée Bouchaïd Haroub et le général de corps d'armée Hosni Ben Slimane. C'était hier au palais royal de Rabat. À cette occasion, le souverain a remercié les généraux Bouchaïd Haroub et Hosni Ben Slimane pour les services rendus à la nation. Le roi Mohamed VI avait nommé le général de corps d'armée Abdel Fattah Louarak au titre d'inspecteur général des forces armées royales en remplacement du général Bouchaïd Haroub, ancien inspecteur général des forces armées royales et commandant de la zone sud. À l'issue de cette audience, le souverain a décoré les généraux Bouchaïd Haroub et Hosni Ben Slimane du grand cordon du Wizam al-Arch. Et durant cette même audience, le roi Mohamed VI a également reçu le général de division Mohamed Aramou. Il s'agit de l'actuel commandant du groupement d'escadron d'honneur de la gendarmerie royale. À cette occasion, le souverain a nommé au titre de commandant de la gendarmerie royale. L'assassinat de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh par les rebelles houthis a suscité plusieurs réactions de la communauté internationale. La mort de Ali Abdallah Saleh est survenue quelques jours après la rupture de l'alliance entre les 2 camps rebelles, marquée par de violents combats entre les Houthis et ses partisans. Le comité international de la Croix-Rouge fait état d'au moins 234 morts et 400 blessés depuis vendredi dernier. Et le président Hadi a annoncé une opération militaire pour reprendre la capitale Sanaa, désormais contrôlée par les rebelles Houthis. Et à la tête d'un gouvernement reconnu par la communauté internationale, le président Hadi a encouragé hier les Yéménites à ouvrir une nouvelle page de l'histoire du pays. Cet appel est intervenu après la mort d'Ali Abdallah Saleh, tué par des rebelles houthis. Et la mort de l'ex-dirigeant yéménite pourrait constituer un tournant dans le conflit qui ensanglante le Yémen. Les détails maintenant avec ce récit d'Anissa Araou. La voiture blindée de l'ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a été stoppée par un tir de roquette. Puis l'ex-président a été abattu par balle. Sa mort a été annoncée par une chaîne de télévision contrôlée par les Houthis. L'annonce de la mort d'Ali Abdallah Saleh intervient 48 heures après que l'ex-président et le rebelle chiite Houthi ont vu leur alliance scellée il y a 3 ans voler en éclats au cours de la semaine écoulée. Dans un développement spectaculaire, Ali Abdallah Saleh avait même tendu la main à l'Arabie Saoudite le 1er décembre, proposant à Riyad de tourner la page en échange d'une levée du blocus qui étrangle la population. Les Houthis avaient alors dénoncé une grande trahison. Des combats font rage depuis le 29 novembre dernier dans la capitale Sanaa que les 2 partis rebelles contrôlent conjointement depuis 2014 au détriment du gouvernement internationalement reconnu d'Abd Rabbour Mansour Hadi, réfugié à Aden dans le sud. Cette crise s'est aggravée avec des soupçons de contacts secrets entre l'ex-président et Riyad. La mort d'Ali Abdallah Saleh, 75 ans, pourrait constituer un tournant majeur dans le conflit qui ensanglante le pays depuis son départ du pouvoir en 2012 sous la pression de la rue. Il s'est allié en 2014 avec les rebelles chiites houthis, soutenus par l'Iran, pour prendre le contrôle de Sanaa. D'après le comité international de la Croix-Rouge, les affrontements dans la capitale ont fait au moins 125 morts et 238 blessés depuis mercredi.
Le président américain Donald Trump a reporté hier sa décision concernant le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Selon la Maison-Blanche, la question ne se pose plus sur cet hypothétique déplacement, car il s'agit maintenant de savoir quand l'ambassade sera déplacée. La pression internationale s'intensifie pour que le président américain évite tout choix susceptible de ruiner les espoirs de relance du processus de paix en Israël et la Palestine. La Cour suprême des États-Unis, elle, a autorisé hier l'application dans sa totalité du décret anti-immigration signé par le président américain Donald Trump. Une victoire pour le chef d'État qui défendait cette mesure controversée au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais 2 audiences en appel sont prévues cette semaine. Signée le 24 septembre, la 3e version de ce décret interdisant de façon permanente le franchissement des frontières américaines aux ressortissants de 7 pays. La majorité étant musulmans, mais la mesure avait été suspendue le 17 octobre, la veille de son entrée en vigueur par un juge d'Hawaï. L'Union européenne et le Royaume-Uni ne sont pas parvenus à un accord hier pour boucler la première phase des négociations sur leur divorce. Les discussions ont buté sur le dossier irlandais, un accord d'étape sur les 3 dossiers prioritaires du Brexit, malgré l'optimisme manifesté par les 2 parties à Bruxelles. Le chef de l'exécutif européen, qui a qualifié la première ministre britannique de négociatrice coriace, a toutefois affirmé qu'un accord lui semblait encore possible dans le courant de la semaine. En Espagne, c'est aujourd'hui que les partis séparatistes catalans entrent en campagne pour les élections régionales du 21 décembre en Catalogne, avec leurs principaux candidats en prison ou en exil. Pour les premiers meetings électoraux qui se sont tenus mardi vers minuit, Carles Puigdemont, le président destitué de Catalogne en exil à Bruxelles, s'est adressé à ses partisans via une vidéoconférence. Un message dans lequel il a déclaré que Madrid veut mettre tous les obstacles possibles pour que les partis séparatistes ne puissent pas faire campagne à égalité avec les autres candidats. À Rabat, au Maroc, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, s'est félicité hier de la convergence des points de vue entre le Maroc et le Portugal sur diverses questions relatives à la coopération bilatérale, notamment sur la nécessité de soutenir le secteur privé dans les 2 pays afin de renforcer sa contribution au développement des relations économiques bilatérales. C'était à l'issue de ces entretiens avec le Premier ministre portugais António Costa, qui, je vous le rappelle, a entamé lundi une visite de 2 jours dans le Royaume, une visite au cours de laquelle il préside aux côté du chef du gouvernement, la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal, qui s'achèvera donc aujourd'hui par la signature d'une série d'accords de coopération couvrant plusieurs domaines. Au Sénégal à présent, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne fait face aujourd'hui aux députés de la 13e législature pour sa déclaration de politique générale dans les secteurs clés comme l'enseignement supérieur, la santé et le transport routier. Les acteurs attendent surtout du chef du gouvernement la matérialisation des engagements. Les détails dans ce reportage d'Awa Diop et Christian Camoni. 3 mois après sa reconduction par le chef de l'État Macky Sall, le chef du gouvernement va décliner la politique de la nation définie par le chef de l'État. Dans le secteur de la santé, des avancées dans l'innovation, le rapprochement des lieux de soins en zone reculée et le respect des engagements tenus sont attendus. Donc, le temps qui nous est compté, nous, par rapport à l'évolution, est un temps très court, qui fait qu'aujourd'hui, le système de santé a besoin vraiment des équipements de pointe. L'enseignement supérieur, un secteur très mouvementé depuis quelques années, ne déroge pas à la règle. Pour les membres du SAES, la concrétisation des accords signés est le seul gage d'un secteur universitaire stable et performant. Des projections sur tout ce qui a été envoyé comme signe d'alerte au gouvernement pour montrer qu'il y a des préalables à mettre en place pour que, en tout cas, pour qu'on puisse avoir un système d'éducation de façon générale qui soit performant et qui puisse concurrencer ce qu'on a dans les autres pays. Au niveau du secteur des transports routiers, les acteurs invitent le chef du gouvernement à mettre l'accent sur la multiplication et la réadaptation des infrastructures routières. Je m'attends à pour lui une politique générale, que le transport soit vraiment visible dans ses propos et une considération totale pour le transport. De l'enseignement supérieur à la santé, en passant par le secteur du transport, le Premier ministre est attendu sur les questions de l'heure, notamment les engagements de l'État vis-à-vis des acteurs. A noter que le projet de loi de financement pour l'année 2018 arrêté à plus de 3 709 millions
de francs CFA, met un accent particulier sur les secteurs sociaux auxquels seront consacrés plus de 1161 milliards de francs CFA. Et restons au Sénégal où le maire de Dakar, Khalifa Sall, a accepté de déposer la caution fixée à 1,8 milliard de francs CFA pour espérer une liberté provisoire. Une annonce faite hier par son avocat, maître Kourechiba. Selon lui, la défense de l'édile de la capitale sénégalaise a tout fait pour espérer obtenir la liberté provisoire à travers les différentes procédures et pour ne pas arriver à ce stade. Une caution qui serait réunie par ses proches et ses sympathisants. Je vous invite maintenant à découvrir le Croco Park à Agadir au Maroc. Depuis 2 ans, la ville accueille un parc qui abrite quelques 350 crocodiles du Nil. C'est le premier parc du genre dans le royaume. Des visiteurs viennent parfois de loin, très très loin pour les voir. C'est un sujet de Radija Ersan. Nous ne sommes pas en Amazonie, mais à Agadir, dans le sud du Maroc, qui accueille depuis peu un parc à crocodiles avec des paysages verdoyants au plus grand plaisir des visiteurs et des touristes. Nous aimons beaucoup le Maroc et le parc est fabuleux, il y a tellement d'animaux. C'est fantastique, il y a quelques 300 crocodiles ici. Depuis son ouverture il y a près de 2 ans, le parc compte aujourd'hui non seulement des crocodiles, mais aussi d'autres animaux. Et pour les responsables de cet endroit, les crocodiles se sentent un peu comme chez eux. Nous avons 352 crocodiles, 350 crocodiles environ. Il y a eu déjà 2 pontes et du coup nous avons eu dès la première année des bébés crocodiles, ce qui montre que les crocodiles en fait sont très bien adaptés au climat marocain. Et pour contempler ces animaux particuliers, les visiteurs viennent parfois de loin. Une aubaine pour Agadir. À l'approche des fêtes de fin d'année, les professionnels du tourisme de la ville sont confiants. Ils s'attendent à un mois de décembre exceptionnel. Une bonne nouvelle pour ce parc, dont l'accès est accessible à tout le monde. Comptez 40 à 70 dirhams pour profiter du spectacle reptilien. Et avant de clore cette édition, sachez que la Sierra Leone va vendre aux enchères un diamant de 709 carats, oui, découvert en mars dernier. C'est Rapport Group qui va organiser la vente lundi prochain à New York. Pour le compte de la Sierra Leone, à l'intérieur de la pierre précieuse, il y a plusieurs autres diamants. Tous les experts qui le regardent voient différentes choses à l'intérieur. Et le voici, ce diamant, à l'instant, sur vos écrans. Emmanuel Monoc, un pasteur chrétien, avait découvert la pierre précieuse considérée comme l'un des plus gros diamants. C'est le 14e plus gros diamant au monde et le plus gros jamais découvert en Sierra Leone depuis qu'un autre diamant de 969 carats a été trouvé en 1972. Sachez que la Sierra Leone est connue pour la richesse de son sous-sol en diamants. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles sur Médien TV Afrique.